Bonjour Christelle. Bonjour Tom. Voilà, nous sommes arrivés ce 29 juillet au 50e CITREP. Dans quelques jours, nous allons fêter même les 1 an de ces CITREP. Et Bientôt. bon, l'information est un petit peu plus légère que d'habitude, puisque apparemment les choses ne se sont pas aggravées tant que ça depuis une semaine. Et bah voilà, je te laisse la parole, tu vas nous en dire quelques mots. Merci Tom. En effet, durant la semaine écoulée, l'armée ukrainienne a violé le cessez-le-feu en République populaire de Donetsk à 294 reprises, donc on est quasiment au même chiffre que la semaine passée, au cours desquels 640 projectiles d'un calibre interdit par les accords de Minsk ont été tirés, donc je rappelle artillerie, mortier, chars d'assaut, roquettes de lance-roquettes multiples, en baisse par rapport à la semaine dernière, on était à plus de 1000 la semaine dernière, donc là on a eu une petite chute en termes de gros calibre, mais durant les dernières 24 heures, 54 nouvelles violations sont venues se rajouter. Donc ça c'est un petit peu mauvais parce que là on est repassé au-dessus des 50. Ah oui, ok. Là on se maintient dans une moyenne à peu près entre 30 et 40, un peu plus de 40 bombardements par jour. Là 54 c'est quand même beaucoup. Oui. Les tirs de la semaine ont touché 30 localités de la République, donc en légère baisse par rapport à la semaine passée, mais enfin ça fait quand même toujours beaucoup de villes et de villages qui se font bombarder. Les tirs de la semaine ont fait 2 blessés parmi les civils, ainsi qu'un mort et 4 blessés parmi les soldats en République populaire de Donetsk. En République populaire de Lugansk, 2 soldats sont morts à cause des bombardements de l'armée ukrainienne. Donc c'est quand même une semaine qui est quand même pas top en termes de victimes. Ouais. Cette semaine, l'armée ukrainienne a aussi délibérément visé les représentants de l'OSCE et du Centre conjoint de coordination du cessez-le-feu, comme à Biezi-Menoye le 25 juillet, où non seulement des représentants russes, mais aussi des officiers ukrainiens du CCCC ont pu voir comment la 59e brigade des forces armées ukrainiennes respectait le cessez-le-feu. Voilà. Ouais. Sous leur nez, quoi, c'est parfait. Voilà. Non, c'est magnifique. C'est bien. Ils bombardent même leurs représentants qui sont de l'autre côté. Tout va bien. Ils n'en ont rien à foutre. Hein. Vraiment, c'est magnifique. C'est l'impunité. Oui, bah oui, ils ne sont pas punis, pourquoi ils s'arrêteraient? Ces bombardements de la semaine ont endommagé ou détruit 13 habitations en République populaire de Donetsk, donc là, moins que la semaine passée. Vendredi matin, les forces armées ukrainiennes ont aussi délibérément visé un gazoduc dans le district de Petrovski, avec le canon d'un véhicule de combat d'infanterie. Ils ont tiré à plusieurs reprises jusqu'à détruire le gazoduc, donc on voit qu'ils avaient vraiment une cible bien déterminée. Voilà, ils ont fini par le détruire. Résultat, plusieurs centaines de familles se sont retrouvées sans gaz. Donc les travaux de réparation ont été lancés dès hier. La station d'épuration de Donetsk a aussi de nouveau été visée par la 72e brigade des forces armées ukrainiennes, qui a endommagé l'une des lignes électriques qui alimentent la station. Résultat, la station a été temporairement mise à l'arrêt et la fourniture d'eau aussi, quoi. Il faut être d'une patience mais extraordinaire pour supporter systématiquement des attaques de... Parce que c'est toutes les semaines, toutes les semaines. Et toutes les semaines, ils nous visent soit des stations électriques, soit des gazoducs, soit les stations de pompage, les conduites d'eau, les stations d'épuration, enfin... mais quand on dit que les RPD et les RPL ont une patience angélique comme la Russie, oui. C'est pas une vue de l'esprit. C'est factuel, hein. Oui, non, c'est factuel, non, cette semaine, les localités les plus touchées en République populaire de Donetsk ont été les districts de Petrovski et Kirovski à Donetsk, ainsi que les localités de Yassinovataya, de Kouchaevsk et Kominternovo. Donc on change un tout petit peu par rapport aux semaines précédentes. En termes d'enregistrement de la présence ou de l'absence des armes lourdes dans les entrepôts, l'OSCE a enregistré l'absence de 51 armes lourdes dans les entrepôts ukrainiens, soit 3 fois plus que la semaine passée quand même, pas négligeable. Entre autres, donc 20 obusiers automoteurs Akatia de 152 mm, 12 obusiers automoteurs Gvozdika de 122 mm et 19 chars d'assaut T-64. Oh, rien que ça. C'est sûrement pour faire des pâtés dans le bac à sable. Ah bah oui, puis des gros ceux-là, parce que il y a du gros calibre, et puis c'est de la belle bête, comme on dit. Bon, avec un obus de 152 mm, tu vas en tailler un de bac à sable. Ah grave, oui. Les forces armées ukrainiennes continuent aussi d'innover, entre guillemets, je mets entre guillemets, pour exterminer la population du Donbass.
C'est le genre d'innovation dont on se passerait quand même. Hein. C'est ça, c'est ce que j'allais dire. C'est le genre d'innovation en fait dont personne ne voudrait, enfin sauf les voilà, ils pourraient se les garder. Voilà. Donc il faut savoir que les forces armées ukrainiennes utilisent de plus en plus en fait des obus de mortier éclairants de 120 mm comme munition incendiaire. Et la nouveauté, c'est que maintenant ils mettent donc le feu comme ça à une ou deux maisons. Ouais. Et puis une fois que les civils se sont rassemblés pour éteindre le feu et que les pompiers arrivent sur place, ben, ils recommencent en intensifiant les tirs sur la zone qu'ils viennent de toucher, quoi. Ouais, c'est immonde, c'est ignoble. Ça devrait soulever le cœur de tous les responsables politiques de la planète et demander au Conseil de sécurité une réunion d'urgence pour condamner fermement ce genre de truc. Et là, c'est silence complet. Un silence complet, voilà. Donc il faut savoir que cette méthode a provoqué, entre autres, cette semaine, la destruction totale par le feu de 2 maisons, une dans le district de Petrovski à Donetsk et une à Kominternovo dans le sud de la RPD. Donc enfin, c'est vraiment cynique, hein, parce qu'ils tirent de nouveau, y compris de nouveau avec des mortiers de 120 mm, après que les gens se soient rassemblés. Donc là, le but, c'est vraiment clairement de faire un maximum de victimes. Il y en a qui osent appeler ça non, c'est pas vrai, que de dire que quand je dis que c'est un génocide, certains viennent commenter en disant que c'est une exagération. Moi, si vous appelez ça comme ça autrement, si vous appelez les trucs comme ça autrement, il faudra que vous me donniez votre définition et quelle est la marque de votre dictionnaire, parce que je pense qu'on va pas avoir le même. Ça ressemble assez aux méthodes de terroristes qui font exploser une bombe. Qui attendent qu'il y ait du monde qui se rassemble pour essayer de secourir les victimes. Ouais, et puis après ils en font péter une deuxième. Voilà, c'est exactement ce genre de saloperie, c'est vraiment les mêmes. C'est du terrorisme. Hein. Ouais, c'est du terrorisme, c'est exactement ça. Dans l'armée ukrainienne, par contre, ça devient de plus en plus le bazar. Les actes de désobéissance et de défiance envers la hiérarchie se multiplient au sein des forces armées ukrainiennes, entre autres à cause du fait que les rotations et les retraits de la zone de l'OAT qui sont promis ne sont pas tenus et sont constamment repoussés. Un nouvel incident a ainsi eu lieu dans la nuit de jeudi à vendredi lorsque des soldats du 3e bataillon de la 72e brigade ont demandé à leur commandant de leur dire la date exacte de leur retour à la maison dans leur famille. N'ayant pas reçu de réponse claire et intelligible, les soldats sont retournés sur leur position et ils se sont tous murgés. Ils se sont tous bourrés la gueule en guise d'acte de désobéissance. Et ensuite à cette beuverie généralisée, l'un des participants a pris sa mitrailleuse et puis est rentré sur le territoire de la station d'épuration de Donetsk qui est non loin, et pendant 1 heure il a tourné autour de la station, il a menacé le personnel en tirant en l'air, en essayant d'endommager l'équipement. Ensuite 6 de ses charmants camarades de beuverie sont venus le rejoindre. Et ce n'est que grâce à l'intervention des représentants russes du Centre conjoint de coordination et de contrôle du cessez-le-feu que cette gabegie d'alcoolique s'est arrêtée. Ils ont appelé à de nombreuses reprises le commandement ukrainien qui a fini par réussir à persuader ces hommes de revenir vers leur position. Après inspection de la station, après leur départ, le personnel a découvert des amorces de grenades dans la station d'épuration. Donc, je ne sais pas ce qu'ils avaient dans l'idée, mais c'était pas gentil, c'est sûr. Pas vraiment, non. Donc la République populaire de Donetsk a demandé à l'OSCE d'exiger du commandement ukrainien une enquête complète sur cette violation grave des accords de Minsk. Juste après l'incident, en tout cas hier, l'OSCE ne pipait mot. Hein. Oh, bah dis donc. Pas de déclaration flamboyante ou comme quoi c'est une honte. On finit par s'habituer. Quand ils se font bloquer à un checkpoint, ils hurlent comme des putois. Mais des soldats ukrainiens complètement beurrés qui manquent d'endommager la station d'épuration. Oui, sans compter qu'ils auraient pu assassiner le personnel. Assassiner le personnel. Dans l'état où ils étaient, de toute façon. Voilà. Donc, mais non, c'est pas grave. Ça mérite pas une condamnation en bonne et due forme. C'est effarant. J'ai oublié de prendre le sac pour vomir. Mince. Non mais puis c'est effarant, enfin c'est... Il va falloir inventer des mots, des qualificatifs pour ça, quoi, parce qu'il y a un moment donné... Je pense surtout qu'il serait temps que la Russie tape du poing sur la table vis-à-vis de l'OSCE et les oblige soit à faire correctement leur travail, soit à dégager, parce que bon, un peu ça va, mais à haute dose... Ça serait pas surprenant que ça arrive, ça, parce que... Il semblerait que là, Vladimir Poutine ait tapé vraiment le poing sur la table en termes de diplomatie.
puisqu'il a dit maintenant c'est 355 455 diplomates américains, soit autant que les diplomates russes aux États-Unis et pas plus. Donc sachant que certains chiffres en estimation haute estiment qu'il y a à peu près plus de 1000 oui. on va dire membres du personnel diplomatique américain en Russie, ça fait quand même un dégraissage de plus de 50% quand même. Hein. Oui. C'est pas anodin. Ça en réponse, je le rappelle, à l'expulsion de 35 diplomates russes seulement. Hein. Oui. Et puis la suppression de l'accès à 2 bâtiments. À 2 bâtiments aussi, donc. Voilà, c'est ça que ça commence à sentir mauvais là. Quand même, la patience russe, je crois, elle est arrivée au bout là. Ils l'ont dit eux-mêmes. Là, ils ont fait là, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui souvent me disent ouais mais bon vous nous parlez d'une offensive et puis elle n'a pas lieu. Bon si le commandement ukrainien n'arrive pas à provoquer le bain de sang désiré, hein, c'est que tout simplement ces soldats n'ont pas envie d'aller mourir pour les oligarques. Oui. Hein, donc résultat ils restent assis bien sagement dans leurs tranchées en attendant la prochaine rotation. Et dans certaines unités des forces armées ukrainiennes, même les officiers refusent d'appliquer les ordres criminels de leur commandant. Ainsi, dans la 28e brigade, 3 officiers ont saboté l'ordre de bombarder Dokuchevsk qui leur avait été donné par le lieutenant-colonel Zaglinski, qui est le commandant du bataillon. Bon, une fois ivre, il s'est vengé en frappant ses subordonnés qui avaient refusé d'obéir. Ils font de la résistance, hein. Ils font de la résistance hein, face à un officier supérieur qui semble carrément... Ah bah c'est du criminel de guerre, là. Voilà. Hein, voilà. Donc voilà pourquoi ça n'a pas lieu, parce que tout simplement l'armée ukrainienne elle se décompose à vue d'œil sur pied, et que pour mener une offensive il faut quand même avoir une armée un minimum motivée et un minimum prête à se battre. Et là ça coince un peu côté ukrainien. Et puis en ce moment je crois que, et ça fait partie des informations que tu m'as données, il y a apparemment assez peu de néo-nazis sur le terrain, enfin c'est-à-dire sur on en avait parlé l'autre fois, là ils sont en train d'être regroupés vers Kiev, donc semble-t-il en préparation d'un nouveau Maïdan. Donc oui, il reste maintenant principalement les soldats de l'armée régulière, qui sont pas forcément aussi politiquement motivés que Pravi Sector ou le régiment Azov. Ouais. Pour tirer sur les civils du Donbass, effectivement. Donc si on regarde la situation politique, accord de Minsk, Paris et Berlin commencent, semble-t-il, à s'impatienter un petit peu vis-à-vis de l'arrêt total de tout progrès lors des discussions des groupes de contact à Minsk. Résultat, les 2 garants des accords de Minsk ont appelé les 2 parties du conflit à prendre des mesures pour mener à bien le fameux échange des prisonniers au format tous contre tous, pour arriver à le faire avant 2018. Donc ils ont donné jusqu'à la fin de l'année. Cette déclaration conjointe a été faite par Merkel et Macron lundi, donc après cette discussion téléphonique au format Normandie avec Poutine et Poroshenko. Discussion d'ailleurs qui a donné lieu à une blague made in Macron, où il s'est fait filmer là, au début de la conversation téléphonique quand il numérote son truc et puis il commence à dire bonjour à tout le monde. Je sais pas ce qu'il a essayé de faire là. C'est assez pathétique. C'est inquiétant sur le plan mental surtout. Je pense que... entre ça et ses tentatives de se faire passer pour un pilote de Top Gun, ça commence un peu... En tout cas, il serait temps qu'il se réveille, effectivement, parce que depuis le temps que les accords de Minsk sont au point mort... depuis le temps qu'ils ont été signés, normalement les accords de Minsk étaient prévus pour une application l'année de leur signature. Ils ont déjà été prolongés 2 fois. Là, il serait peut-être temps quand même de faire quelque chose, parce que... on a dû les réveiller à coups de cornes de bélier dans les oreilles, pour qu'ils soient... je pense que Poutine a dû pousser une petite gueulante, je pense, parce que sinon, je vois pas pourquoi il se bougerait. Oui, c'est clair, il n'y a aucune raison qu'il le fasse. Voilà. Si on regarde la situation en République populaire de Donetsk, le 25 juillet, Alexandre Zakharchenko a participé à une réunion avec différents représentants de ministères et départements afin de résoudre les problèmes de passage au point frontière et au point de passage de la ligne de front. Le chef de l'État a rappelé que beaucoup de personnes se sont plaintes lors de sa ligne directe du 28 juin des temps de passage inacceptables et du manque d'installation pour rendre cette attente plus supportable.
Donc franchissant moi-même assez régulièrement la frontière vers la Russie, je confirme que là récemment c'est devenu assez catastrophique, avec des files d'attente extrêmement longues. Il faut vraiment prendre son mal en patience, patienter plusieurs heures pour pouvoir franchir la frontière. En plus en plein été, je te laisse imaginer. Oui, en hiver aussi. Donc là, Zakharchenko écoute ce que les gens lui disent, hein, comme on le voit, c'est comme Poutine, hein, ces lignes directes ont une utilité concrète. Donc il a demandé un rapport au département responsable des points de passage qui lui a permis d'identifier les principaux problèmes qui ralentissent en fait le passage des personnes et des véhicules de transport en commun. Entre autres le nombre insuffisant de gardes frontières et d'officiers des douanes aux points de passage, un manque aussi de matériel informatique pour récolter les données des personnes franchissant les points de passage, mais aussi des doublons dans les fonctions des différentes structures de contrôle qui font perdre du temps. Donc il y a des trucs que tu fais 2 fois, c'est un peu crétin. Donc suite à cette réunion, Zakharchenko a pris un certain nombre de décisions pour résoudre ces problèmes aussi vite que possible. Il a ainsi ordonné de créer une commission interdépartementale qui a dû être créée à peine 2 jours après, donc le 27 juillet, dont la tâche principale est d'éliminer les files d'attente au point de passage. Le MGB et le ministère des Revenus et des Taxes doivent, avec d'autres départements, élaborer une procédure unifiée de passage des points frontières qui devra définir entre autres le temps normal que doit prendre l'enregistrement du passage de chaque type de transport ou de chaque type de personne, hein, donc soit passager, soit piéton, etc. Donc le but c'est d'instaurer un temps réglementaire, on va dire, pour arrêter un peu le freestyle selon qui est au point de passage. Le ministère de la Construction, de l'Habitat et des Infrastructures a quant à lui reçu l'ordre d'équiper tous les points de passage d'infrastructures nécessaires avant le 15 août. Donc c'est vrai que ça manque quand même d'infrastructures, entre autres de postes de secours, de toilettes, etc. Oui. Le ministère des situations d'urgence et celui de la santé travailleront donc pour justement fournir ces postes médicaux mobiles. Le ministère des Transports doit aussi élaborer de nouvelles routes traversant entre autres la ligne de démarcation pour que les gens puissent s'y rendre plus facilement en bus et réduire ainsi les files d'attente de voitures privées. Zakharchenko a aussi ordonné au ministère de l'Intérieur de mettre fin au phénomène d'achat de places dans la file à la frontière, hein, parce que quand tu as des files de 6-7 heures, tu te doutes bien que certains malheureusement ont essayé d'en profiter. Donc il a demandé à renforcer le contrôle du respect du passage prioritaire des personnes qui bénéficient d'un tel système, entre autres les officiels qui ont le droit de passer plus rapidement, bien entendu. Et donc de s'assurer que seules ces personnes qui sont habilitées ont droit à ce passage accéléré. Il a aussi ordonné à tous les points de passage d'afficher des posters avec les numéros de téléphone des hotlines des différents départements qui officient sur ces points de passage afin que les gens puissent se plaindre si nécessaire du travail des employés. Et les chefs de département doivent s'assurer que les employés portent leur uniforme et leur badge personnel avec leur nom, leur prénom, hein, voilà, pour que les gens puissent dire qui c'est qui travaille pas bien. Donc, en gros, les gens deviennent eux-mêmes les contrôleurs du travail des employés de l'État. Ça les faveur quand même, hein, parce que je crois pas avoir un truc comme ça, vu un truc comme ça en France, hein, même en France. Ouais, j'ai pas souvenir, non, c'est clair. Zakharchenko supervisera lui-même l'évolution de la situation et l'application de ces directives. Donc, comme on voit, il a à cœur de résoudre les problèmes. Il n'y en a pas rien à faire, hein. Si on regarde la situation toujours en République populaire de Donetsk, donc on avait parlé il y a quelques mois en arrière, c'était au mois d'avril si je dis pas de bêtises, l'Ukraine avait coupé la fourniture d'électricité et l'eau aussi à la République populaire de Lugansk, donc on s'en souvient. L'Ukraine continue dans ses méthodes criminelles et stupides puisque depuis le 26 juillet minuit elle a coupé l'approvisionnement de la République populaire de Donetsk. Bon, la chance qu'on a, c'est que la République populaire de Donetsk a 2 centrales à charbon, qui lui permet non seulement de fournir ses propres besoins, mais ceux de la République populaire de Lugansk. La Russie va bien sûr prendre le relais pour compenser quand il y a des pics de consommation, on va dire ponctuels, etc. Quand on voit que l'Ukraine revendique de manière hystérique la souveraineté sur la RPD et la RPL, normalement, quand on revendique la souveraineté sur un territoire, on coupe pas l'eau ni l'électricité, parce que sinon ça veut dire que la population qui habite là, on n'en a rien à faire quand même, hein.
parce que bon, je rappelle qu'en plus c'est un crime de guerre. Hein, c'est révélateur, c'est tout. Hein, je veux dire, ça ne fait que confirmer tout ce qui est dit, tout ce qu'on tu dis toi-même depuis des mois, des années même, des années. Donc voilà, donc bon. C'est tout. Hein. Heureusement, bon, la RPD étant indépendante énergétiquement, cela n'aura pas d'impact sur les habitants. Les habitants, on n'a pas eu de coupure d'électricité, on n'a rien eu. Enfin bon, sans cette indépendance énergétique, on ne peut qu'imaginer quelle aurait été la situation dans le Donbass après ce énième crime des autorités de Kiev. Donc on a quand même beaucoup de chance d'avoir ces deux centrales thermiques. Mais bon, cette décision débile creuse encore un peu plus le fossé entre le Donbass et les autorités ukrainiennes actuelles. Et ça promet pas d'arranger les discussions qui ont lieu à Minsk ou entre les dirigeants du format Normandie. Hein. Donc bon, avant de prétendre récupérer le Donbass avec sa loi de réintégration entre guillemets, Poroshenko ferait bien surtout de commencer par ne pas élargir la fracture déjà existante entre l'Ukraine et les républiques populaires du Donbass, avec des décisions qui prouvent, s'il en était besoin, que Kiev ne considère pas les habitants du Donbass comme faisant partie de sa propre population. Hein. C'était une tentative de provocation, hein, tout simplement, parce que... Oui, puis c'est de la punition, c'est comme avec la Crimée, quand ils ont fait sauter les pylônes. Voilà, la Crimée, j'allais en parler justement, ils n'avaient pas hésité à couper l'électricité. Ils n'ont toujours pas compris que c'est pas avec du vinaigre qu'on attire les mouches, hein. C'est des tocards, hein. Faut pas s'attendre à des comportements intelligents avec des tocards, hein. Non, ça c'est clair. Si on regarde l'évolution de la situation en Ukraine, Poroshenko il commence quand même à avoir très chaud. Et on le voit à travers cette décision qu'il a prise de retirer à Mikhail Saakashvili sa nationalité ukrainienne. Donc je rappelle, Mikhail Saakashvili, qui est donc l'ancien président géorgien, qui est celui qui avait mené l'agression de l'armée géorgienne contre l'Ossétie du Sud en 2008, qui avait valu une réponse de l'armée russe, qui était... il a pris une raclée, force d'interposition de l'ONU, voilà. Donc l'armée géorgienne s'était pris une grosse raclée et après ça, il avait été battu aux élections suivantes. Il avait été ensuite poursuivi dans son pays natal pour ses divers crimes, dont abus de pouvoir. Donc il s'était réfugié en Ukraine, il avait demandé à obtenir la nationalité ukrainienne avant d'être nommé gouverneur donc, de la région d'Odessa. Donc le prétexte pour retirer sa nationalité, c'est qu'il aurait menti lors de sa demande de nationalité ukrainienne en omettant de signaler qu'il était poursuivi par la justice géorgienne. Bon, sauf que ça tient pas 5 secondes. Hein, parce que même la fiche Wikipédia en français de Saakashvili indique clairement que les poursuites contre lui ont été lancées par la Géorgie dès 2014, soit 1 an avant qu'il demande la nationalité ukrainienne. Ouais, c'est capillotracté, c'est tout. Voilà, comme d'habitude. Sans parler des 2 demandes d'extradition qui avaient été formulées par la Géorgie à l'Ukraine le concernant, qui avaient des demandes d'extradition qui avaient d'ailleurs été refusées par l'Ukraine. Alors, à quel jeu joue Poroshenko ? Déjà, Poroshenko, il a besoin de resserrer les liens avec la Géorgie, parce que ça pourrissait un petit peu les relations entre la Géorgie et l'Ukraine. Donc, déchoir Saakashvili de sa nationalité ukrainienne pour l'offrir en pâture à Tbilissi, c'est une bonne option qui coûte pas cher parce qu'il est réfugié aux USA depuis qu'il a quitté son poste de gouverneur. Mais surtout Poroshenko est de plus en plus isolé sur la scène politique ukrainienne. Entre la Yulia Tymoshenko dont on a déjà parlé, la blonde à avec la grosse natte là, sur la tête là, qui se verrait bien en calife à la place du calife, Nadia Savchenko qui a déclaré encore cette semaine qu'elle se verrait bien présidente de l'Ukraine et qui veut postuler pour les prochaines élections présidentielles, donc on voit qu'elle a les dents qui rayent autant le plancher que son ex-protectrice la Tymoshenko, les unités des bataillons néo-nazis dont on a parlé qui se rassemblent autour de Kiev, le désastre économique de l'Ukraine qui se solde par la liquidation de 1255 entreprises publiques ukrainiennes, dont le mythique constructeur d'avions Antonov. Même, c'est tout un symbole pour faire plaisir au FMI, pour dégager 2-3 liquidités. Donc là, Poroshenko, il est quand même sur un siège éjectable et il le sait. Donc Saakashvili, qui a été entre autres interviewé par France 24, il a répondu en français. Il parle très bien français, Saakashvili. Je l'ai écouté. Dans cette interview, il ne s'est même pas caché qu'il veut revenir en Ukraine. On ne sait pas comment, parce que privé de sa nationalité ukrainienne, il est maintenant apatride, donc on ne voit pas bien comment il va faire. Mais donc il ne cache pas qu'il veut revenir en Ukraine pour régler ses comptes avec Poroshenko. Il en a profité pour lui tailler un joli costume pour l'hiver.
Voilà, parce qu'il a démonté totalement Poroshenko, ses pseudo-réformes, il a exposé publiquement sa corruption, mais aussi les pressions et harcèlements que subissent tous les opposants à Poroshenko. Donc voilà, il est en train de présenter Poroshenko comme un président autoritaire, voire un dictateur. Hein, donc, si ça rappelle un petit peu ce qui a été sorti sur Yanukovych il y a 3 ans, enfin 4 ans bientôt en arrière. Oui. Parce que effectivement, Saakashvili, je crois que c'est même pas, c'est un secret de polichinelle, hein. C'est un agent de la CIA, donc oui, non, mais lui c'est même pas caché, hein, je veux dire, voilà. il a été porté à la présidence en Ukraine après la fameuse révolution des roses, qui était complètement téléguidée par la CIA. Il était conseillé directement par un ancien de la CIA. Et là, il menace à demi-mot Poroshenko de son prochain retour en Ukraine, hein, et il annonce surtout la couleur concernant le futur de l'avenir des autorités ukrainiennes actuelles. Hein. Donc je vais citer dans le texte. Hein. Dans le texte, il l'a dit en français, donc il n'y a même pas de possibilité d'erreur de traduction. J'ai retranscrit tel quel son discours qui est disponible donc dans cette interview qu'il a faite à France 24. Donc je cite, pour l'Ukraine, pour être plus efficace dans sa lutte contre la Russie, pour arrêter l'agression russe, c'est très important de se débarrasser de cette ancienne élite corrompue qui a beaucoup de choses communes avec les Russes. Le peuple ukrainien, très héroïque, est vraiment très différent. Il est beaucoup plus européen, beaucoup plus civilisé, beaucoup plus moderne. Prière de ne pas mourir de rire. Oui. Ça, mais l'élite ancienne qui a tué l'Ukraine, qui a détruit vraiment l'État ukrainien, c'est un problème de même échelle que l'agression de la Russie. Donc il faut se débarrasser de cette élite pour être plus fort contre les Russes. Bon, alors déjà, quand tu vois le niveau de corruption généralisé du haut jusqu'en bas de la société ukrainienne, c'est... Comment dire ? Ces tentatives de dresser un panégyrique du peuple ukrainien, c'est quand même à mourir de rire. Mais il dit quand même à 2 reprises qu'il faut se débarrasser des autorités ukrainiennes actuelles. Si ça, c'est pas un appel au coup d'État, je sais pas ce que c'est. Ah bah, comme je disais tout à l'heure, hein, c'est un membre de la CIA, donc c'est la voix de son maître, hein, ça veut dire que on peut dire que c'est la CIA qui commande. Qui exprime clairement ses envies du moment. Parce que c'est quand même un appel qui est relayé via un média européen, en français, France 24, mais qui est un média international. Hein. Depuis les États-Unis où il se trouve actuellement, de là à se dire qu'il y a certains dirigeants des USA ou de l'Union européenne qui soutiennent ce plan, il n'y a qu'un pas, que je laisse mes auditeurs franchir ou non. C'est clair. Si on rapproche cette information de celle concernant donc ces unités néo-nazis ultranationalistes qui se concentrent vers Kiev, la menace d'un Maïdan 3.0 sans sauce néo-nazie semble se confirmer. Donc, les craintes qu'avait exprimées Zakharchenko lors de l'annonce de la création de la Malorussie semblent malheureusement se confirmer. Si ce nouveau Maïdan a lieu et réussi, les accords de Minsk qui seront définitivement enterrés, l'Ukraine sombrera dans la guerre civile généralisée et le chaos le plus total. Donc là, on voit que à force de vouloir maintenir leur emprise hégémonique sur le monde, les États-Unis sont prêts à offrir à l'Europe le chaos à ses portes, et le risque que ce chaos et cette guerre ne s'étendent à toute l'Europe, voire pire. Donc c'est peut-être temps quand même que l'Union européenne réagisse un petit peu là et arrête les conneries. Hein, et empêche un nouveau Maïdan sauce nazi, parce que alors là, si c'est vraiment des mecs comme Paroubi ou la Timoshenko là, qui voulaient atomiser les Russes et les russophones du Donbass. C'est peut-être ce que Washington finalement désire le plus, c'est d'une provocation ultime contre la Russie quelque part. Parce que les Russes ne pourront pas laisser faire ça, hein, c'est une évidence. Non, c'est clair, historiquement c'est pas possible. Puis comme là le vase de leur patience a déjà débordé, là il faudra pas grand-chose pour que ça se passe très mal. Voilà. Et les accusations de Saakashvili concernant la corruption en Ukraine sont loin d'être fausses, hein, comme l'a prouvé le nouveau gag des fameux humoristes russes Vovan et Lexus. Hein. Donc ces humoristes sont des imitateurs qui passent leur temps à appeler des dirigeants, souvent des présidents, des ministres, etc., ou des dirigeants de grandes entreprises, en se faisant souvent passer pour même pour des dirigeants de pays. Donc, voilà. Ils ont déjà fait plusieurs fois le sketch avec l'Ukraine. Hein. Ils ont fait croire à Poroshenko qui parlait, je crois que c'était au je sais plus quel officiel américain, hein, au vice-président ou des choses comme ça. Donc là, cette fois, ils ont piégé
le PDG du producteur américain de charbon Xcoal Energy and Resources, à qui ils ont fait croire qu'il est en train de parler au Premier ministre ukrainien, Vladimir Groysman. Et donc, il a pas marché, il a couru, mais carrément, quoi. Et il était tellement persuadé de parler au Premier ministre ukrainien que ce cher Ernie Stracher a promis de venir à Kiev pour discuter des livraisons de charbon, dont on avait parlé la dernière fois, qui doivent se multiplier pour compenser le charbon du Donbass que l'Ukraine ne reçoit plus. Bah oui. Il a même discuté de la possibilité de verser un pot de vin à Poroshenko si c'était nécessaire. Ah, voilà, c'est bien, hein. Il nous révèle tranquillement, gentiment, les pratiques de gangsters. Voilà. C'est... Donc la discussion commence normalement avec une discussion sur la question des livraisons de charbon, le prix, Et puis l'un des humoristes qui se fait passer pour Monsieur Groysman a évoqué ensuite l'existence de la fondation spéciale Piotr Poroshenko destinée à rendre les coopérations plus fructueuses. Voilà. Donc je cite les humoristes qui ont dit que s'il est nécessaire d'accélérer en quelque sorte le processus de coopération ou d'acheter des gisements, les sociétés étrangères lui versent en règle générale 10% du prix des contrats. On peut le faire en liquide directement au président, a précisé l'humoriste. Alors l'homme d'affaires, lui, il a couru dedans en se disant heureux de rencontrer Poroshenko et de discuter de cette question avec lui lors d'une prochaine visite en Ukraine. Non mais c'est très bien, c'est-à-dire finalement on n'a même pas besoin de les passer en interrogatoire, ils nous révèlent à peu près toutes ces pratiques. C'est magnifique, je te jure, Ah mais après les gens ils disent qu'on exagère sur la situation en Ukraine et là, je veux dire, le mec, le PDG, quand même le PDG de la boîte qui fournit le charbon à l'Ukraine, qui sourcille même pas quand on lui demande de verser 10% du prix des contrats pour faciliter les transactions. Donc ça veut dire que les gars, ils savent très bien ce qu'il en est en Ukraine et que c'est pratique, c'est monnaie courante, quoi. Donc c'est édifiant, franchement. La différence, c'est que maintenant, je crois que ce genre de pot de vin va peut-être servir finalement à pratiquer l'enterrement première classe de Porky, parce que là, je crois que il pourra pas faire grand-chose d'autre avec cet argent-là maintenant, vu sa situation. S'il pouvait l'utiliser à des choses un peu plus utiles, comme notre pendant ce temps-là à Kiev, qui est plutôt un pendant ce temps-là à Odessa. Pendant ce temps-là à Odessa, le seul navire ukrainien qui avait quitté la Crimée, après sa réintégration dans la Fédération de Russie, est réparé aux frais de ses marins. Donc là, ça pourrait être une bonne utilisation du fric détourné par Poroshenko. Tu vois, ça serait quand même bien qu'il essaie de sauver ce qui peut l'être de la marine ukrainienne. Donc on parle là de la corvette ukrainienne Vinitsa, qui se trouve dans un état déplorable. Pire encore, ce sont les membres de l'équipage et des volontaires qui doivent s'occuper de sa réparation. Puisque le seul navire ukrainien qui a quitté la Crimée suite à la réintégration de la péninsule au sein de la Russie ne peut pas prendre le large en raison de défaillances techniques auxquelles l'équipage doit remédier avec ses propres moyens. Donc c'est bien, l'armée ukrainienne ne finance même pas les réparations. Donc ils ont foutu 30 millions pour réparer un bateau, le vaisseau amiral, alors qu'il y avait plus de possibilité d'obtenir les pièces de rechange, donc l'argent a été complètement détourné. Mais par contre, cette corvette-là, elle est laissée complètement à l'abandon. Ça fait déjà 1 an qu'elle aurait dû être réparée de toute urgence. Il semble que les ordres officiels relatifs à sa réparation sont tombés dans l'oreille d'un sourd. Le pognon a été détourné, je ne sais pas. Oui, je crois que c'est surtout ça, Voilà, mais le navire se trouve à présent aux alentours de la ville d'Odessa et seuls des volontaires et des membres de l'équipage s'occupent d'essayer de réparer la corvette comme ils peuvent. Voilà. Donc, entre autres, le capitaine de la corvette, Alexei Melnik, avait déclaré déjà dans le passé que le Vinitsa avait besoin d'une soudure du réservoir et d'un renouvellement complet du matériel. Bon, je crois que ils ont plus qu'à lancer un crowdfunding, quoi. Là, je vois plus que ça. Les gars, là, je sais pas quoi vous recommander d'autre, mais c'est édifiant, quoi. Je veux dire, ils ont jeté 30 millions par les fenêtres pour une réparation qui était impossible, et donc ça a fini dans les poches de quelqu'un. Cet autre bateau, lui, il est complètement à l'arrêt. Je pense que ça va finir avec un
avec l'installation d'un kit de pédalo sur les bâtiments. Ou des rames, je sais pas. Comme avec les Romains, ouais. Bon, alors entre la marine ukrainienne, dont les bateaux sont plus réparés, les soldats sur le front du Donbass qui n'ont pas envie de combattre, ou qui se bourrent la gueule, ou les deux à la fois. Oui. Je veux dire, plus la situation économique, comme je dis, avec toutes ces entreprises publiques qui doivent être liquidées, les différents indicateurs économiques de l'Ukraine qui sont en train de plonger dans le rouge, mais magistral. Là, soit il va y avoir un nouveau Maïdan, soit ça va se finir par un effondrement total du pays. Mais au final, ça arrivera à la même situation, c'est-à-dire le chaos total et la guerre civile généralisée. Et en général, les néo-nazis en profitent quand c'est comme ça. Hein. Voilà. Il y a de bonnes choses. Ces bandes armées vont essayer de gagner encore plus de pouvoir en devenant des espèces de... Comment on pourrait appeler ça comme auparavant les troupes de mercenaires pendant la guerre de 100 ans qui pillaient les villes, parfois arrivaient à capturer un château, puis se déclaraient en gros seigneur du château. Quoi, tu vois, qui détroussaient le voyageur au coin du bois. Voilà quoi. Donc je pense que l'Ukraine est bien partie là pour un trip comme ça. Donc c'est assez inquiétant quand même. Et ça va être à la porte de l'Europe. Donc la Somalie version Bandérastan. Oui. Ça sera difficile de faire passer ça pour une nouvelle révolution encore plus légitime que la précédente. J'imagine difficilement le gouvernement français présenter finalement ses collègues ukrainiens avec le bras tendu. Ça les gêne pas plus que ça, tu sais. Quand ils ont, quand Andrei Paroubi est devenu président du Parlement ukrainien, excuse-moi, je vais être vulgaire, mais ça leur en a touché une sans faire bouger l'autre, quoi. Oui, c'est un fait, oui. Il y a personne à part les journaux alternatifs, personne ne s'est ému. À part un blog comme lescrises.fr, et je crois peut-être un journal communiste, je crois que personne d'autre ne s'est profondément ému du fait que le fondateur du parti néo-nazi ukrainien était devenu président du Parlement. On n'a jamais vu personne en Occident s'émouvoir des sorties profondément non seulement russophobes, mais même antisémites, etc., d'un certain nombre de députés de la Rada ukrainienne. C'était une chose impensable, ça, il y a 30 ans. C'est une chose totalement impensable. Et quand on voit le niveau de russophobie qui atteint des sommets, là j'ai vu qu'aux États-Unis, tu as eu un passager russe qui s'est fait débarquer d'un avion parce que son voisin du siège d'à côté voulait pas voyager à côté d'un occupant de la Crimée. Enfin bon, là on plane complet. Je sais plus quel officiel russe a dit si vous prenez en ce moment les déclarations russophobes des uns et des autres, vous remplacez le mot russe par le mot arabe ou le mot juif, vous allez voir si ça va passer comme une lettre à la poste. Oula, là vous remplacez ça par le mot juif, vous avez un procès sur le dos dans les 5 minutes. C'est clair. C'est une honte. On tolère des propos et des actes à l'encontre des Russes qu'on tolérerait jamais vis-à-vis de n'importe quelle autre ethnie ou nationalité. Donc on voit quand même, il y a quand même une grosse escalade donc avec ces nouvelles sanctions américaines qui risquent, qui veulent clairement impacter et en fait faire sauter le projet Nord Stream 2. Mais l'Allemagne n'est pas d'accord, la France n'est pas très contente non plus parce qu'ils ont besoin du gaz russe pas cher. C'est clair. Le gaz liquéfié américain est beaucoup plus cher. Il faudrait mettre en place des infrastructures, entre autres au niveau de portuaires, qui sont très très coûteuses. L'électricité en Allemagne est déjà extrêmement chère. En France, on a déjà augmenté plusieurs fois les tarifs ces dernières années. Donc à un moment, la Merkel comme le Macron savent bien que faut quand même pas trop tirer sur la corde non plus, et que là pour le coup c'est eux qui pourraient faire face à un Maïdan sauce européenne. Oui, parce qu'il n'y a aucune raison que les consommateurs acceptent de renflouer les États-Unis, parce qu'à la base
elles étaient en voie d'effondrement financier, hein, les entreprises qui faisaient de l'extraction ils sont toujours, hein, de toute façon, ils sont de toute façon toujours en train de faire faillite. Là, c'est une tentative désespérée pour sauver celles qui peuvent l'être encore. C'est ça. Mais ça vise à donner un avantage concurrentiel déloyal aux entreprises américaines. Donc là, ça passe pas, par contre. Là, ça coince. Autant toutes les autres sanctions, elles sont passées comme une lettre à la poste. Mais alors là, ça grince et ça coince. Et au niveau de l'Allemagne et au niveau de la France et même de l'Union européenne, il semble que Bruxelles a l'air d'envisager des mesures de rétorsion envers les États-Unis. C'est la première fois que je les vois envisager de prendre, même s'ils ne le font pas, mais déjà envisager de le faire. Déjà ça, c'est une nouveauté. Hein. Donc là, on commence à sentir que là, les États-Unis ont franchi la ligne rouge et vis-à-vis de la Russie et vis-à-vis de l'Union européenne avec ces nouvelles sanctions. Là, la Russie qui a pris cette première mesure de rétorsion, puisque la Russie a déclaré qu'il y en aurait certainement d'autres, hein, donc l'éviction de plusieurs centaines de diplomates américains, l'interdiction d'utiliser leurs entrepôts et un de leurs bâtiments à Moscou. C'est ça. Et ça n'est que le début. Potentiellement, la Russie peut vraiment prendre des mesures de rétorsion extrêmement sévères vis-à-vis des États-Unis, puisque la Russie fournit entre autres, si j'ai bien compris, ce que j'ai lu à droite et à gauche, du titane à Boeing. Ces avions. Donc la Russie fournit quand même 30% du titane qui est utilisé par Boeing, semble-t-il. La Russie permet quand même aux astronautes américains d'aller et de revenir de la station spatiale internationale. Elle assure une bonne partie du ravitaillement de cette même station spatiale internationale. Hein, parce que la Russie fournit aussi des moteurs de fusée, puisque les Américains ne sont plus foutus d'en concevoir qui marchent. Hein, cette fameuse société SpaceX là, qui américaine, ils ont eu plein de problèmes avec des fusées qui ont explosé, des proportions genre la moitié qui ont explosé au décollage. Mauvais. Exact, quand même très mauvais. Donc c'est clair que la Russie, contrairement à ce que certains pensent, elle a des moyens de rétorsion. Absolument. Puisque jusqu'ici, les sanctions que les Américains ont imposées n'ont pas lourdement impacté le business, au contraire. Hein, le business entre les États-Unis et la Russie avait même augmenté, alors que celui entre l'Union européenne et la Russie avait diminué, donc ce qui prouve bien que l'UE était quand même le dindon de la farce dans cette histoire. Oui, absolument. Donc ça prouve que la Russie a des moyens de rétorsion potentiels extrêmement lourds. La Russie dispose d'un certain nombre de ressources naturelles et de produits manufacturés qu'elle fournit aux États-Unis. Les fusées spatiales, si la Russie arrête du jour au lendemain de les fournir... c'est fini pour la NASA. Comme dirait, je crois que c'était Rogozin, qui avait sorti ça. Les auditeurs me corrigeront dans les commentaires si je me trompe. Mais je crois que c'était Rogozin ou Lavrov qui avait sorti que la Russie pouvait effectivement les priver de ça, puis qu'à ce moment-là, ils seraient obligés d'envoyer leurs astronautes sur l'ISS à coup de trampoline. Donc... Exactement. Il y en a un qui a sorti ça. Donc j'avais trouvé ça extraordinaire, donc ça je m'étais noté. Donc voilà, là on sent quand même un raidissement un peu partout, en Europe, en Ukraine, en Russie, aux États-Unis. La situation se tend à l'échelle globale, c'est mauvais, c'est très mauvais. Oui, d'ailleurs, je profite... C'est une guerre froide qui se réchauffe. Je profite de ce que tu viens de dire là, justement, pour mettre en lumière les dernières déclarations de Washington concernant la Corée du Nord, qui a effectivement effectué un lancement de missiles intercontinental, missiles balistiques. Et la réponse de Washington, c'est nous explorons toutes les options militaires en réponse à cette action. Donc ça sent très mauvais. Ça pue. Donc la question, ça va être à quel endroit l'étincelle va être jetée. Parce que les États-Unis ont quand même étalé un bon paquet de poudre un peu partout. Hein, Europe de l'Est, Moyen-Orient, Asie. La question, c'est où est-ce qu'ils vont lâcher l'étincelle. Donc là, c'est quand même très très mauvais. Faut surveiller la situation à l'échelle globale. Parce que c'est ce qui va clairement influencer après les situations locales ici et sur d'autres théâtres d'opération comme en Syrie. La Syrie où la coalition occidentale a perdu la guerre, ouvertement, il faut dire les choses comme elles sont. Là maintenant, les progrès du Hezbollah et de l'armée syrienne
c'est incroyable, ils avancent maintenant de plus en plus vite. On peut espérer qu'ils aient accepté de prendre pour eux cette défaite et de ne pas chercher à envenimer les choses ou à lancer un processus qui mènerait inévitablement à un affrontement Est-Ouest majeur. Hein. J'espère. Donc, mais bon, situation à suivre à l'échelle globale comme à l'échelle locale. Le système se casse la gueule et là il est en train de faire de grosses vagues pendant qu'il est en train de couler. Et là c'est très dangereux. Très dangereux. Absolument. Donc voilà. Situation à suivre. Et donc je te dis à la semaine prochaine pour notre anniversaire de nos CITREP. Oui. Ça fera un an puisqu'on a sauté un CITREP. Oui, c'est vrai. Et on arrivera effectivement à ce qui aurait dû être le 52e et qui sera que le 51e CITREP la semaine prochaine. Donc on arrivera au 1 an de nos rapports de situation hebdomadaire. Rapport de situation, voilà. Ce qui illustre bien tous les efforts dont tu nous as fait bénéficier avec le travail extraordinaire de ta part, et je te remercie chaleureusement parce que grâce à toi on a une vision plus claire de ce qui se passe et ainsi d'éviter de se laisser manipuler et lobotomiser par les pseudo journalistes, les pseudo émissions de télévision en continu, les chaînes d'information, etc. Voilà. Les BFM OSC et autres. C'est ça. Restitués. Donc je te dis à la semaine prochaine pour notre CITREP anniversaire. À la semaine prochaine. Merci Christelle. Bonne soirée. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.